J'ai travaillé dans une société de vente au détail familiale. J'ai fait 6 ou 7 ans de gestion de fortune. 2002-2004, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés, immobilier, enfin voilà, pas mal de choses, un peu de tech également. Et en 2005-2000, pendant 20 ans, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle ePress, qui est de la vente. Au départ, c'est Tout Abo, qui est de la vente d'abonnements presse papier, et nous avons racheté plusieurs boîtes. En 2015, nous avons racheté ePress, qui était une solution de presse numérique. Vous pouvez lire sur une appli, grosso modo, 1 millier de titres, en payant un abonnement, un forfait mensuel. Aujourd'hui, ma présentation, ce sera autour de la donnée. Donc, qu'est-ce que la donnée? Petite définition, et qu'est-ce que surtout l'analyse de données? Donc, l'analyse de données, c'est simplement l'étude des informations disponibles qui vous servent à la fois à comprendre et à maximiser vos résultats. Le but de ça, c'est d'abord mieux connaître ses clients. Une fois que vous connaissez vos clients, vous pouvez leur faire des propositions, proposer la bonne chose au bon moment, les bons produits au bon moment, mais c'est aussi permettre de maîtriser ces données financières, savoir quelles sont les opérations que vous pouvez faire qui sont des opérations rentables, quels sont les partenariats qui sont des partenariats rentables, calcul précis d'opérations, etc. Et ça peut aussi avoir éventuellement un impact RH, puisque vous pouvez mesurer d'éventuelles rentabilités de commerciaux, d'opérations, voilà. Donc il y a tous ces phénomènes-là. La question qu'on peut se poser, aujourd'hui, il y a un peu des données partout, il y a même des données absolument partout. Question qu'on peut se poser, c'est pourquoi quand vous allez vous balader sur Amazon ou Netflix, ils vous proposent systématiquement des produits, soit que vous avez déjà vu, soit des produits un peu connexes. C'est clairement pas de la magie. Quand vous allez sur Instagram, vous voyez une vidéo, j'en sais rien moi, de petits pois en Basse-Provence, ils vont vous proposer des choses autour des thématiques que vous regardez. Tout ça, c'est simplement de l'analyse de données, de millions de données, voire de milliards de données pour certaines d'entre elles. Les données sont jetées dans des data lakes, des espèces d'énormes systèmes qui gèrent tout ça et qui permettent d'apporter la bonne information ou le bon produit à la bonne personne au bon moment. Ou du moins, ça essaye de le faire. Mais concrètement, qu'est-ce que l'analyse de données? Là, j'ai parlé de données un petit peu. Qu'est-ce que l'analyse? L'analyse de données, ça vous permet de gérer, une relation client. Vous jetez toutes vos données dans une base de données. Vous faites ensuite un suivi des ventes, une segmentation des clients en fonction de ce qu'ils consomment. Ça vous permet d'avoir des rapports, des analyses et d'automatiser ensuite des processus. C'est un phénomène, c'est assez important. C'est-à-dire que si je sais que j'ai un groupe de clients qui, je ne sais pas moi, je reprends mon domaine de la presse, qui est sensible à la presse féminine, par exemple, dès qu'il y a le nouveau magazine Elle qui sort, je vais leur envoyer un message. Ou pas, en fonction de ce que j'ai envie de leur faire faire. Mais ça permet d'essayer d'attirer les clients à soi, de rendre, en l'occurrence dans mon domaine historique, de rendre nos applications les plus utilisées possibles. C'est simplement, dans mon cas, c'était du temps de consommation de cerveau. Hein. C'est basiquement ça. Je vais vous parler maintenant du cycle. J'essaie d'aller très vite, donc si je vais peut-être un peu trop vite, je ne sais pas. Je vais maintenant vous parler du cycle de la donnée. C'est quelque chose qui est important dans la façon d'appréhender la donnée. La donnée, c'est un petit peu comme du blé. C'est-à-dire que vous moissonnez votre blé. Une fois que vous l'avez moissonné, transformé en farine, vous rajoutez de l'eau, et puis avec une pincée de levure, vous en faites des gâteaux. Quand vous êtes boulanger, vous en faites du pain. Et autrement, dans un premier temps, le blé, vous allez le récolter, c'est ce qu'on appelle la collecte de données. Côté tout ça dans des bases de données, ça peut être un CRM, ça peut être un ERP, ça peut être des fichiers log, ça peut être des fichiers texte, ça peut être tout un tas de choses qui vous permettent de récolter des données. Ensuite, une fois que vous l'avez récolté, un petit peu comme le blé, vous allez le nettoyer. Vous enlevez le bon grain de livret, c'est le cas de le dire, dans le cas du blé, mais vous allez le nettoyer, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des informations qui sont mal écrites, des informations ou des fichiers qui sont à reformater parce que pas dans les bons formats. Il y a tout un tas de formatage. C'est quelque chose d'assez important, c'est ce qui prend plus de temps. Grosso modo, dans la gestion et dans la collecte de données, le plus important, c'est la collecte dans un premier temps. En général, on a les éléments au départ. Le nettoyage, c'est ce qui est le plus chronophage, réellement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez structurer votre donnée. Le principe de la structuration de données, c'est une case, une info. Vous prenez un tableau Excel, dans une case, il y a une seule info. C'est le nom, c'est le prénom, c'est l'adresse, c'est le numéro de téléphone, c'est la taille du client, la pointure du client quand vous êtes dans la chaussure. Toutes ces informations, c'est une case. Et vous prévoyez
le principe également dans la structuration, c'est qu'on va créer une base de données autour de cette structure, on va prévoir une structure assez souple, parce que, une chose est sûre, on n'aura jamais tout prévu. Donc, il faut que ce soit suffisamment souple pour que demain, on se dise, j'ai envie d'ajouter telle information, j'ai envie déjà d'ajouter telle donnée, et de pouvoir le faire de façon assez simple, sans devoir remettre en cause toute la structure qu'on aura établie. Je vous montrerai ensuite ce que c'est qu'une structure de base de données. Ensuite, vous avez l'analyse de ces données. Donc ça peut être, je vais parler juste après de ce que c'est qu'un cube de données. Donc vous allez voir un petit peu ce que c'est. L'analyse de données, c'est comment, à partir de tous ces éléments, je vais arriver à segmenter mes clients et à en faire, comment dire, des groupes homogènes en termes de taille ou pas, peu importe, mais à qui je vais pouvoir m'adresser de façon très spécifique. L'idée, c'est que le client, quand il reçoit un mail de notre part, ou de la part de la société, ait le sentiment que ce mail a été écrit pour lui et fait pour lui. C'est de se rapprocher au plus près de ce que le client désire. Je reprends le problème, ce que fait Amazon. Amazon, quand vous allez voir des produits, je ne sais pas moi, pour les bébés, il se doute que vous avez des enfants, il va vous proposer tout un tas de choses autour. C'est exactement le même principe. Ça permet de prendre des décisions. Donc, en gros, vous avez de la data, de l'information, ça vous donne une certaine vision de votre clientèle, et ensuite la prise de décision. Ça peut être de communiquer ou pas selon ce que vous avez en vente, en fonction des clients. C'est un petit peu l'idée globale. Un cube de données, qu'est-ce que c'est? J'arrive au cube de données. Un cube de données, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez différents éléments que vous allez structurer en forme de cube. Vous avez, dans l'exemple là, vous avez le temps, le produit, des produits et différentes boutiques. Quels sont les produits qui se vendent le mieux en fonction du temps dans telle et telle boutique? Pourquoi ça évolue? Qu'est-ce qui a fait que ça évolue? Ce sont tous ces éléments-là que ça va permettre d'analyser. Que ces cubes-là permettront d'analyser et de prendre. Et ensuite, vous allez prendre en fonction de ça des décisions en adressant des messages aux clients, en corrigeant peut-être les produits que vous mettez en vente à certaines périodes ou dans certaines boutiques. Alors, j'ai pris des exemples, encore une fois, ce petit schéma n'est pas le mien, mais ça permet de visualiser concrètement ce que c'est qu'un cube de données. Je vais vous parler ensuite de quelque chose qui est un petit peu différent. Alors, tous ces cubes de données peuvent vous permettre d'avoir des mesures assez précises du chiffre d'affaires, des quantités vendues, du nombre de clients, de l'utilisation d'un produit, en fonction du mois, en fonction de l'année, en fonction de tout un tas de paramètres. D'éventuellement, quand vous voyez qu'un produit fonctionne bien dans une boutique, un peu moins bien dans une autre, de faire des offres promotionnelles dans un endroit plutôt que dans un autre. C'est tous ces éléments-là qui seront analysés dans ces cubes de données. Concrètement, un cube, c'est fait comme ça. Vous avez différentes dimensions que vous mélangez les unes aux autres. Alors ça, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai fait. Vous avez des boutiques, des ventes, le temps, donc des calendriers, une dimension client. Vous avez quels sont les clients qui ont consommé quoi à quel moment et quels sont les produits qu'ils ont achetés. Là, c'est encore une fois pas moi qui l'ai fait, c'est un cube assez simple. Le mien était un tout petit peu plus compliqué. Le voilà. Ça, c'est le cube que moi j'avais. Donc là, on peut zoomer un petit peu dessus, mais vous avez donc différents types d'informations qui correspondaient à ce que nous, on faisait. Voilà, donc on avait différents types d'offres qui généraient des reversements, différents partenaires qui nous apportent des clients. On travaillait, nous, dans la presse ou dans la presse numérique avec des partenaires comme Orange, comme la FNAC, comme la BNP, BNP Cofinolia et d'autres. Ça, c'était pour des clients B2B2C, mais on avait également des clients B2B qui consommaient, quelles étaient leurs consommations en fonction de tout un tas d'événements. Donc tout ça, c'est lié à des calendriers, à des formes de consommation, à des éditeurs, puisqu'on est dans le domaine de la presse, donc vous avez aussi toute une notion d'éditeur, de titres de presse, etc. Qu'est-ce que les clients consomment? Le but, c'est vraiment d'analyser tout ça. Ça, c'est un cube, je n'ai pas mis l'exhaustivité de tout ce qu'il y avait, mais il y en a déjà pas mal. Ça vous donne un petit peu d'idée. Pour avoir un ordre d'idée de ce que l'on faisait, nous, dans le domaine de la presse numérique, on avait grosso modo un peu plus de 450 éditeurs, 1700 ou 1800 titres de presse, 2250 éditions. Qu'est-ce qu'une édition? C'est très simple. Ouest France, vous avez 54 éditions différentes. Édition de presse, de Nantes, ça s'appelle une édition. Ça correspond, on avait une base de données de nombre de numéros.
Vous savez, je prends le Figaro d'aujourd'hui, le Figaro d'hier, le Figaro d'avant-hier, tout ça, ce sont des parutions différentes. On a eu, grosso modo, dans notre base de données, plus d'1 million de parutions différentes. On avait différents types d'offres. Des clients qui consommaient, soit je viens chez, en l'occurrence, Presse, j'achète un numéro, je paye mes 2 euros, et puis je le consomme. Quand je reviens la fois suivante, je repaye. On avait des clients qui étaient abonnés, un abonnement annuel ou mensuel, trimestriel, peu importe exactement comme on peut imaginer dans un abonnement papier. On avait des clients B2B pour lesquels on crée des choix spécifiques de type. Et on avait des clients en illimité. Donc, je peux consommer tout ce que je veux dans un certain nombre de types. Parmi lesquels Le Point, Paris Match, l'Express, Elle, Biba, et des titres dont vous n'avez jamais entendu parler, sauf si vous aimez le caravaning, le camping, la pêche, la chasse, ou le sanglier. Enfin, voilà. Des titres, il y en a autant. On avait une vingtaine de catégories même. Ça vous donne un petit peu la notion des différentes catégories qu'on avait. Et 66 catégories esclaves, donc qui dépendaient des catégories même. Et puis, on avait aussi des partenaires qui venaient se greffer là-dessus, à qui on envoyait notre catalogue directement. Donc là, c'était vraiment de l'électronique. Et pour eux, j'avais 14 catégories spécifiques parce qu'ils avaient besoin de catégories un petit peu différentes. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de la base de données que je gérais derrière. Il y avait en gros 80-90 tables à l'intérieur, voilà, des tables d'erreur, plus des tables d'erreur, plus un tas d'informations. J'ai eu, je crois, plus de 70 millions de lignes de premier téléchargement. Qu'est-ce qu'un premier téléchargement? David Chouraki arrive pour consommer le Figaro d'aujourd'hui, il le lit ce matin sur son ordinateur, c'est un téléchargement, il le relit cet après-midi sur son téléphone, le même numéro, ça n'est plus un premier téléchargement parce qu'il a déjà téléchargé ailleurs. Donc, 72 millions, 70 millions, c'est de premier téléchargement. Donc ça commence à être un volume un peu correct. Donc, tout un tas de types d'offres, comme j'ai pu en parler. Voilà un petit peu ce à quoi j'étais confronté, sachant que le mojo chez Toutabo, ou notre façon de penser, c'était de dire on sait tout faire. Et donc, on s'adaptait à chaque demande client, à chaque demande partenaire. Même si c'était quelque chose qu'on n'avait jamais su faire, on trouvait toujours des solutions. Donc, ça crée, en termes techniques, une structure assez tentaculaire. Voilà un petit peu tout ça. Pour revenir un petit peu sur l'analyse de données, donc une fois que je vous ai montré ce cube de données, là, vous avez une vision dans quelque chose qui s'appelle Power, comment dire, ça s'appelle Power Pivot. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Ça, c'est Power Query. Power Query, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est lié à Excel, dans lequel vous pouvez importer toutes les données que vous voulez. En gros, vous écrivez une requête, vous téléchargez un fichier à l'intérieur de ce truc-là, vous pouvez le manipuler à l'intérieur, et ensuite utiliser ces données dans un second outil qu'on va voir juste après, qui s'appelle Power Pivot. Donc ça, c'est l'outil qui vous permet de transformer les données. Sachant que la requête que vous pouvez avoir en amont est une requête qui déjà peut transformer les données, mais il y avait un deuxième couche de transformation. Ça, c'est Power Pivot. L'avantage de Power Pivot, alors c'est vraiment un exemple, hein, tout ça, ce sont des produits qui tournent autour d'Excel. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup utilisé, mais il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul. L'avantage de ça, c'est que dans Excel, vous êtes limité en nombre de lignes. Là, je n'étais pas limité. Donc là-dedans, je pouvais avoir un fichier qui passe, une table qui passe 10 ou 15 millions de lignes, ça ne me posait aucun souci. Pour avoir un ordre d'idée, mon fichier Excel faisait 900 mégas. Avec la base de données derrière. Ça, c'est, j'allais dire, c'est toute la partie en amont, c'est toute la partie qu'on ne voit pas. Ensuite, ce qui est intéressant, ce sont les résultats de ces analyses de données. Donc, exemple d'analyse de données, combien j'ai de titres qui sont téléchargés par mois avec un pourcentage d'utilisateurs. Complètement. Vous voyez que j'en ai zéro, il y a un peu moins de 30% des utilisateurs qui ne téléchargent pas. Alors là, je ne parle que de l'offre illimitée qu'on avait. Est-ce que c'est 30%? Ça, c'est une vraie question. Ça permet de s'en rendre compte. Une fois qu'on s'est rendu compte de ça, que fait-on? Est-ce que ces 30% de personnes, je vais les relancer pour qu'elles utilisent l'application? Ou est-ce que surtout je ne veux pas les relancer parce qu'elles vont se rendre compte qu'elles ne l'utilisent pas et elles vont,
elles vont mettre fin à leur abonnement. C'est là-dessus où on faisait ce qu'on appelle du test and learn. Donc, sur ces 30%, on en prenait un certain quota, et ce quota, on les a relancés, et on a vu qu'on avait un pourcentage de désabonnement là-dessus qui était supérieur aux autres. Donc, pas d'intérêt, surtout pas, à les relancer. Mais tout ça, c'est vraiment ces différents petits exemples que je vous donne et qui permettent de voir comment on peut traiter la donnée et surtout ce à quoi ça mène. Ces 30%-là, on ne les relançait pas. Ceux qui consommaient entre 1 et 20, on essayait plutôt de les relancer parce que c'était des gens qui voulaient consommer, mais qui ne le faisaient pas forcément tout le temps. Ensuite, on a regardé aussi ce que les gens consommaient. Je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le nombre de jours de lecture par mois. On reviendra après sur le nombre de jours de lecture par mois. En général, une personne, voilà, il y a un peu moins de 20% des gens qui lisaient entre 1 et 5 jours par mois. On avait un peu moins de 15% des gens, c'était entre 5 et 10, etc. Et 30% des gens qui étaient, enfin, plus de 25%, pardon, des gens qui consommaient quasiment tous les jours. Donc cela, pas besoin de faire quoi que ce soit sur ces gens-là. Pas besoin de perdre du temps à essayer de leur rendre l'application la plus indispensable possible. Ils le font déjà par eux-mêmes. Et tout ça, tous ces éléments-là, pour pouvoir avoir ces graphiques-là, il faut d'abord avoir passé toutes les étapes précédentes. Avoir la donnée, la structurer, la mettre dans des cases et les analyser ensuite. C'est vraiment tout ça qui est important. Alors, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas mal de feuilles de présentation, mais j'essaie d'aller assez vite pour ce que je vous dis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'est un autre type d'analyse. Pardon. Celle-ci. Quels sont les jours de la semaine où les clients consomment le plus? On voit que c'est assez stable, avec une très légère baisse le samedi-dimanche. Et bizarrement, le mardi. Le jeudi, il y a une légère augmentation jeudi-vendredi, ce qui est normal, puisque jeudi-vendredi, c'est là où sortent la plupart des hebdomadaires. De la même façon, en fonction des périodicités, quels sont les titres les plus consommés? 66% de quotidien, ça semble logique, c'est tous les jours. 22% d'hebdomadaires. Et puis après, on pouvait croiser ces informations. Est-ce que les quotidiens sont plus lus tel jour ou tel jour? Voilà, exact. Là, j'ai vraiment donné des exemples assez simples. Chose aussi intéressante, quelle est la durée de vie d'un titre? Parce que comme je vous ai dit qu'on avait une base de données d'un million de titres, aujourd'hui, 31 mai, on était capable de pouvoir télécharger Libération il y a 3 ans. Mais est-ce que ça a un intérêt de l'avoir ou pas? C'est ce que ça donne. Donc là, je vois que j'ai, en bas ici, vous voyez 92, 85, donc j'ai 92% des gens qui ne lisent, enfin, pardon, 92% des premiers téléchargements ouverts sont les numéros du jour. Le numéro frais, en quelque sorte. 3,52%, c'est le numéro antérieur, et puis vous voyez que ça baisse par la suite. Et vous voyez que j'ai une colonne 0, qui est un peu paradoxale. J'ai 1,17% des gens qui consomment le titre avant qu'il ne soit paru. Alors, c'est pas aberrant. C'est pas que j'ai les cours de bourse du lendemain, hein, ça je vous rassure. Mais c'est pas complètement aberrant parce que nous avions certains titres la veille. Je m'explique. Libération est sortie ce matin en kiosque à 6 h du matin. La version PDF de Libération, on pouvait très bien l'avoir à 22 h. Idem pour le Figaro, qu'on avait en général entre 22 h et 22 h 30. Quasiment tous les quotidiens, ou une grande partie des quotidiens, on les avait la veille le soir. Entre 21 h 30 et minuit. Ce qui explique, c'est 1,17%. C'est parfaitement logique quand on connaît le métier. Ce qui est très important quand on fait ce genre d'analyse, c'est de connaître le métier et vraiment toutes les finesses du métier. Par exemple, dans les 30% de clients qui ne consomment pas, je reprends cet exemple-là, est-ce que j'ai intérêt à les relancer ou pas? Si je rémunère mes éditeurs en fonction de ce que les clients consomment, j'ai surtout pas intérêt à les relancer, parce que ça va me coûter de l'argent. Et je vais perdre des clients. Si en revanche, ce qui me rémunère, c'est au contraire, la personne peut lire ce qu'elle veut dans le catalogue qui lui est dédié, et en face, je paye un flat fee à l'éditeur. Je lui paye, je sais pas moi, 100. C'est aussi ce que font, enfin, il y avait ces deux modèles, et on a eu ces deux modèles chez nous. À ce moment-là, j'étais peut-être plus enclin à rendre les clients qui risquaient de partir, comment dire, à les relancer pour qu'ils utilisent l'application. Mais ça dépend du mode de rémunération que j'ai. Donc ça dépend aussi des données internes à la boîte et de la façon dont on a travaillé. Et c'est aussi important de comprendre ça parce que ça fait partie de l'analyse de données et des conseils que l'on peut donner autour de ces analyses.
Ça, c'est dans un deuxième temps. Autre exemple d'analyse, ça, c'est un exemple qui est assez intéressant. J'ai pris 2 titres ici et je croisais les titres. Typiquement, les gens qui lisent Le Point lisent aussi, bien évidemment, 100% d'entre eux lisent Le Point, c'est logique, mais il y en a 72% qui lisent Paris Match, 70% Libération, etc. Et là, je peux voir, donc là, j'ai mis que les 10. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément les 10, c'est la longue traîne derrière sur les 200-300 qui permet de voir s'il y a des tendances qui peuvent se dégager. Bien évidemment, l'Express ou Marianne est beaucoup plus qu'un titre de camping-car. Maintenant, ça m'intéresse aussi que les gens lisent du camping-car parce que ça leur montre qu'on a une vraie diversité dans nos catalogues. C'est des titres qu'on met en général beaucoup moins en avant, mais qui néanmoins représentent, c'est toujours cette fameuse règle, tu sais, cette fameuse longue traîne qui vous permet d'aller sur Amazon parce qu'ils ont tous ces produits, même si vous ne les consommez pas forcément. C'est tout l'intérêt d'avoir ça. Donc j'ai pris Le Point et Elle. Vous voyez que par exemple dans Elle, en dernière ligne, j'ai Marie-Claire, alors qu'il n'apparaît pas du tout de l'autre côté. Évidemment, il y a des poids lourds comme Paris Match, Journal du Dimanche, Libération, qui apparaissent partout. Mais Public Closer, c'est les titres qui n'apparaissent pas sur Le Point, qui apparaissent sur Elle. Ça peut me permettre de relancer certains clients, ou certaines, en l'occurrence, peut-être plutôt clientes sur Elle, parce qu'elles ont consommé ce titre-là, sur des titres spécifiques, et de les relancer quand il y a des nouveautés sur ce titre-là. Voilà tout l'intérêt de ça. Maintenant, je vais parler d'une autre opération, qui était une opération assez drôle, parce que les éditeurs, ont beau être concurrents, ils font quand même des opérations en commun. Et on a eu pendant une grosse dizaine, une 17 ou 18 ans, une opération qui s'appelait Presse à la carte. C'est du papier. Le principe de Presse à la carte, c'est une offre qui est faite entre éditeurs, et nous n'étions que maîtres d'œuvre de cette opération. Chaque éditeur met un montant sur la table, nous partage 20 ou 25 000 clients courants, et je crois que c'était 40 000 anciens clients. Ces clients, on les dédoublonne, avec des méthodes particulières, société tierce qui le faisait d'ailleurs, et on en tire un fichier, et en fonction de ce budget qu'on a, on envoyait des offres commerciales à tous ces clients. L'opération que je vais vous montrer là, on avait envoyé à l'époque 600 000 documents papier. C'est des envois postaux, hein, c'est 600 000, avec un petit folio par titre, petite fiche par titre, donc il y avait 17, 18, 19 en gros, chaque année, on avait entre 20 et 25 000, 20 et 23. Donc, et en fonction de ça, on faisait un reporting aux éditeurs. Bien évidemment, tous les clients étaient fichés au départ. Donc, je savais que Madame Michu, Van der Rohe de la Poupée qui tousse, elle était dans ce fichier parce que c'était une cliente active du magazine Elle, et que Monsieur Machepro, 37 rue qui boite, était dans cette opération parce que c'était un client actif ou passif, ancien récent du magazine Le Point. Et de ça, j'en tirais ça. Donc là, en l'occurrence, c'est que choisir. Vous voyez les titres de l'opération, je ne cache rien. 01net, Alternative économique, Arrêt d'écho. Je donnais aux éditeurs tous ces éléments-là qui leur permettaient de savoir quels étaient les titres avec lesquels ils avaient le plus de matching et les titres avec lesquels ils avaient le moins de matching. Qui pouvaient leur permettre par la suite, entre eux, mais sans qu'on soit forcément au courant, de faire des opérations. Donc typiquement, que choisir, on voit que c'est plutôt avec Marianne qu'il a le plus d'affinité. Vous voyez, sur les abonnements obtenus. Et d'un autre côté, les abonnements fournis, donc que choisir a fourni le plus de titres à Arrêt déclaration. Voilà. Et tous ces éléments-là, mais tout ça, c'est de l'analyse de données. Ça, il faut que l'opération soit pensée au départ avec des codifications spécifiques, des codifications par éditeur en fonction des fichiers, etc. Et puis, vous voyez quand même que le gros de la troupe, c'est la dernière ligne en bas, Internet et Presse à la carte. Presse à la carte étaient les fichiers historiques de gens qui avaient répondu positivement, qu'on relançait systématiquement l'année suivante, et qui représentaient grosso modo 50% de la valeur de l'opération. C'est une opération qui coûtait par éditeur une quinzaine de milliers d'euros, par titre, pardon, et qui, je pense, leur rapportait pas forcément, ou leur coûtait un peu d'argent, mais leur permettait de renouveler leurs clients internes, et surtout si c'était intelligemment fait, et l'éditeur de Que Choisir, c'est un bon exemple pour essayer maintenant. Un type vraiment intéressant. Il les relançait de façon intéressante, c'est-à-dire qu'il les relançait par tranche, donc au départ, alors là, l'offre, c'est 23 € pour 3 titres que l'on reçoit pendant quelques mois, on a la périodicité. Lui, il les relançait d'abord sur des petits prix, puis petit à petit, il finissait par les remettre dans son pot commun de client. Donc, il finissait par gagner de l'argent sur le moyen terme avec ces opérations-là. Mais voilà, c'est le genre d'opération qu'on a faite également.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ensuite, on passe à ce que c'est. Donc, un cas réel, c'est l'automatisation. Donc, une fois, je reprends cette fois-ci toute la partie explication. Donc, une fois que vous avez réussi à déterminer vos segments de clientèle, vous pouvez faire des mails automatiques avec des règles métiers, comme je viens de vous l'expliquer, en fonction est-ce que je relance, est-ce que je relance pas, de faire des tests. Ça vous donne, puisque vous avez toutes ces informations, qu'elles sont triées, vous pouvez les mettre à jour assez rapidement en gain de temps, de fiabilité, de traçabilité. Et surtout, ça vous permet ensuite de suivre quel est l'impact des opérations que vous avez générées avec. Typiquement, les 30%, on a vu que quand on en lançait quelques-uns, on avait une perte d'un gain, arrêtez de le faire. C'est aussi ces boucles de rétroaction qu'il faut ensuite mettre en forme et comment dire, réanalyser. Donc c'est l'opération que je déclenche, l'analyse de cette opération ensuite. Est-ce que je la continue, est-ce que je la continue pas? Donc tout ça, c'est du test and learn qui est un peu long, un peu chronophage, mais qui est indispensable. Maintenant, les compétences pour accéder à ça, c'est bien évidemment une connaissance métier, parce que si on ne connaît pas le métier, comment la société gagne de l'argent, quelles sont les opérations, quels sont les partenaires, difficile de pouvoir faire quoi que ce soit. Bien, évidemment, la data, que ce soit en l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est principalement SQL et Excel, avec une pointe de Python également et d'autres petites choses à gauche à droite. Mais enfin, c'est quand même ce que j'utilisais en ce qui me concerne le plus. Mais l'analyse de données, à minima, comprendre comment fonctionne le SQL, ce qu'on peut en déduire, c'est important pour ça. Structuration de la donnée, j'insiste dessus, c'est vraiment une case d'une information, une structure assez souple. Et ensuite, communication, storytelling, c'est en fonction des opérations que je fais, comment j'analyse ces opérations, d'abord comment je les mets en place, comment je les analyse, qu'est-ce que j'en déduis et qu'est-ce que je vais aller modifier dans les opérations que je fais pour qu'elles collent au plus près à une amélioration de la rentabilité. C'est comme ça que nous, on utilisait ça. Pour finir, les limites et les enjeux, donc, ne pas se retrouver avec des données biaisées, on peut se retrouver parfois avec des points qui ne correspondent pas à la réalité. Je prends un exemple vraiment caricatural pour le coup, Charlie Hebdo. L'attentat de Charlie Hebdo, tout le monde a voulu lire Charlie Hebdo. C'est pas parce qu'on a une pointe sur ce titre-là que ça va continuer par la suite. J'en parle d'autant plus que je connaissais les personnes qui travaillaient là-bas, je travaillais avec eux. Et je suis allé plusieurs fois dans leur bureau, c'est vraiment des gens que je connaissais. Mauvaise interprétation de la donnée, parfois on a des données qu'on analyse d'une mauvaise façon. Il faut faire attention aussi à cette espèce d'épée de Damoclès qui s'appelle le RGPD. Le RGPD, l'idée, c'est d'avoir le moins d'informations possible sur les clients et de les traiter de façon responsable. Et là, c'est un aspect juridique que je vous laisse découvrir. Donc, il faut faire attention à la vie privée. Il ne faut pas non plus trop dépendre des outils, puisque les outils peuvent évoluer, on peut se retrouver parfois coincé avec certains outils qui s'arrêtent, certains outils qui se modifient. Il faut être aussi un petit peu souple là-dedans. Puis la data n'est pas une vérité absolue. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est en analysant leurs données qu'ils ont inventé l'iPhone, qu'Amazon a su grandir, ou qu'Amazon a su se développer dans d'autres segments que la vente de livres, son élément de départ. Aujourd'hui, Amazon, c'est la partie qu'on connaît, mais là où ils font le plus d'argent à ma connaissance, ou plus de marge, c'est sur leur système AWS et leur ferme de serveurs. Là-dessus, je crois, à ma connaissance, ils gagnent le plus d'argent. En résumé, donc, c'est un vrai levier de décision, mais ça nécessite quand même du recul, un esprit critique, compréhension métier, ça c'est indispensable. Et j'insiste vraiment sur cette notion de, comment dire, une case, une information et compréhension métier. Le plus chronophage là-dedans, ça reste comprendre le métier dans un premier temps. Donc, on fera des missions après, c'est vraiment de comprendre le métier. Et ensuite, comment est structurée l'information et comment je vais pouvoir en tirer le meilleur. Voilà en gros ce dont je pouvais vous parler là-dessus. Alors attendez, j'ai essayé de vous partager un autre truc, si j'y arrive. Alors, dans partager, je vais faire, voilà, je vais vous partager ça. Je ne vais pas modifier le fichier, ça n'a aucune importance. Là, vous allez voir, table Excel. Ça c'est du Power Pivot. C'est pas pour ça que je voulais vous montrer. Si j'arrive à reprendre la main là-dessus,
l'instant, j'y arrive pas. Ah non, c'est non, excusez-moi. En données. Ah, j'ai pas du tout la vision que je voulais avoir. Je suis un petit peu coincé, excusez-moi. Ce que je voulais simplement vous montrer, c'est vraiment c'est une donnée, type données, remplissage, non, c'est pas là, donc plan, donc c'est pas là. Bah, écoutez, j'arrive pas à voir. Je suis désolé. J'avais prévu de vous montrer quelque chose autour de ce que l'on pouvait faire sur la géolocalisation. Et l'idée, c'était sur cette opération de passer à la carte. Ça m'agace de ne pas pouvoir le faire. Je vais essayer de le faire différemment. Je partageais. Comment on fait pour arrêter de partager? Arrêter le partage et je vais partager mon écran. Ça sera peut-être plus simple. Alors, partager. Voilà. Ici, vous devriez voir une carte apparaître. J'espère. Voilà. Ici, vous voyez quelque chose que j'ai pu faire avec cette analyse de données. Donc là, vous avez deux exemples. Ça, c'est les consommateurs. Alors, vous voyez que ici, j'ai des filtres en bas à droite. Ça, c'est les consommateurs sur cette fameuse opération de passe à la carte. C'est les consommateurs du Nouvel Ops. Et ici, donc, répartis en France. Alors, les gros points rouges, c'est normal, hein, c'est les villes où il y a beaucoup d'habitants. J'ai pas fait ça modulo le nombre d'habitants. Et ici, c'est la même chose sur valeurs actuelles. Vous voyez qu'ici, vous avez une zone ouest qui est assez importante sur valeurs actuelles, que vous retrouvez beaucoup moins sur l'Ops, que vous retrouvez beaucoup moins sur valeurs actuelles. En revanche, ici, vous avez une présence dans le sud qui est un petit peu plus faible et là, un peu plus forte. Et ça, c'est le genre d'information qui aurait pu également intéresser les éditeurs. Donc, c'est une autre façon de travailler la donnée en la mettant dans des cartes, et ça encore, hein, c'est un outil Excel, en la mettant dans des cartes et pouvoir la faire parler. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Si vous avez des questions autour de ça, n'hésitez pas. Ok, merci David. Merci. En tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est que ça a été fait avec un cas concret. C'est quand même plus parlant, quelqu'un comme moi qui n'a pas l'habitude de traiter ce genre de problème. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour David? Moi, j'ai une question. Voilà. Prends un micro, s'il te plaît. Vous m'entendez? C'est allumé, tu as parlé. Ok. Vous avez parlé de plusieurs logiciels que vous utilisez, Power Query et Power Pivot. Est-ce qu'il y en a d'autres comme SQL qui peuvent être utiles pour l'analyse de données? Power Query, Power Pivot, c'est pas du SQL. Ce sont ce sont des compléments Excel, d'accord, qui sont mis dedans. D'abord, j'utilise évidemment un requêteur en amont qui me permet. Alors, les tables que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était des tables qui étaient déjà travaillées. Dit autrement, j'ai une préparation d'abord, pour rentrer un peu dans la technique, en SQL, dans lequel je vais potentiellement combiner plusieurs tables. Et ensuite, je vais insérer ces tables-là dans Power Query, puisque c'est l'outil qui me permet d'insérer ça ensuite dans Power Pivot. Dans Power Pivot, je vais calculer des résultats, des mesures, qui s'appellent des mesures dans Power Pivot. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais dans Power Pivot, on calcule des mesures, un chiffre d'affaires, un nombre de clients uniques, on peut calculer tout dans la chose. C'est assez complet et puissant. Et ensuite, je vais les afficher dans les tableaux Excel que je vous ai montrés, avec soit des graphiques, soit des tableaux. Ok, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Typiquement, j'ai une table qui n'existait pas, que j'ai créée que vous avez vu, en SQL, pardon. J'ai une table qui contient l'abonnement d'un client, tous les abonnements clients de date à date. Et autrement, j'ai un client qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 janvier. C'était des renouvellements mensuels. Ce que j'ai créé comme table, c'est pour connaître le nombre précis de clients que j'avais à l'instant T. J'ai pris cette table de clients de date à date avec une table de calendrier et j'ai créé une ligne par client par jour. De façon à avoir cette table-là dans mes tables d'analyse pour pouvoir savoir précisément combien j'avais de clients un jour donné. Et cette table-là, je la mélangeais avec d'autres tables que j'avais par ailleurs, encore une fois, je ne suis pas rentré dans les détails, de nos différents partenaires pour savoir quelle était la provenance de ces clients. Est-ce que les clients, c'était des clients de chez Orange? Est-ce que c'était des clients de la BNP? Est-ce que c'était des clients de la FNAC? D'autres partenaires, ou petits ou gros, peu importe. Ça me permettait véritablement d'avoir une vision quotidienne de ce qui se passait chez nous. Alors, on ne sait pas forcément ça tous les jours, et n'y passez pas 8 heures par jour. Mais
À l'instant T, voilà, tous les lundis, je mettais mes stats à jour de la semaine. Tous les lundis, j'avais ces informations. Si j'en avais un besoin le mardi, je le faisais le matin, peu importe. Mais j'avais ces éléments qui se mettaient à jour de façon quotidienne, par récurrent. Le type d'information. Et ensuite, on a pu aussi s'amuser, ou j'ai pu m'amuser à essayer de regarder, est-ce que les clients de chez Orange consommaient différemment des clients d'attaque ou sur de la provenance, est-ce que les consommations des clients étaient différentes. En B2B, on a travaillé avec pas mal comment dire, de chaînes de télévision, de radio, qui nous utilisaient pour leurs besoins internes. Typiquement, au lieu de s'abonner à 50 journaux, ils passaient par nous, et ils avaient les 50 journaux, les journalistes avaient les 50 journaux sur leurs applications. C'était un vrai avantage pour eux, gros emmerdement pour nous, parce que si un jour on n'a pas le journal, parce qu'il y a un problème technique, l'éditeur n'a pas déposé, enfin, une chaîne en amont, ça pouvait parfois déléter. Merci. Il y a d'autres questions? David, merci. Merci. Voilà. Merci David et merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir. Merci beaucoup. J'ai peut-être juste une question, s'il vous plaît, si c'est encore possible. Merci beaucoup pour la présentation. J'aimerais savoir, selon vous, est-ce que vous êtes amusé à partager une de vos bases de données et comparer ce qu'une intelligence artificielle est capable de sortir comme analyse derrière par rapport à ce que vous avez sorti comme analyse et voir si ce qu'elle est capable de sortir est pertinent ou pas? Alors, nous, on ne l'a pas fait pour une raison simple, c'est qu'il y a, pour reprendre l'historique de la société, on a acheté, on a créé la société en 2005, on l'a revendue il y a 4 ans à des Suédois, et nous, on est resté dedans, et je suis resté dedans jusqu'à grosso modo début de l'été dernier. Et à l'époque, l'IA n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui, et donc, on ne l'a pas fait pour ces raisons-là. Et puis après, il y avait aussi une deuxième raison, c'est potentiellement de la confidentialité. Bien évidemment, on n'aurait pas donné le nom des clients, etc. Mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. J'imagine qu'ils auraient certainement vu des choses que moi, je ne sais pas voir. Ça me semble parfaitement logique. Ok. Merci. Je vais me permettre parce que entre Power BI, entre Power Query, BI et tous ces outils qui sont liés à Excel, moi je maîtrise pas bien Power BI, mais je fais beaucoup je fais des exports de données du CRM pour faire les reporting. Et on a dans notre société Copilot, et donc Copilot en interne intégré à Excel travaille la donnée de l'export Excel, et en fonction du prompt que je lui demande, il me sort les mêmes données. J'ai comparé moi ce que je pouvais sortir avec mon analyse connaissance métier, où effectivement il y a un gros nettoyage en amont des données qui peuvent sortir de l'export, et j'ai comparé justement ce qui pouvait me sortir. Il y a juste quelques petits ajustements, et surtout à moi d'apprendre à faire des bons prompts. Oui. Mais effectivement, l'intelligence artificielle va tout à fait nous aider à gagner un temps fou, parce que moi, la question, et ça rejoint un petit peu ça, c'est le nettoyage et la structuration de la donnée qui même avec Power Query ou même Power BI, dès le départ, le tableau est à retravailler, renettoyer. Il faut que la donnée elle soit structurée et nomenclaturée pour que le tableau la comprenne. Et après, ça va très très vite. Mais ce travail de nettoyage est hyper compliqué. Mais c'est vraiment, quand je dis que c'est extrêmement chronophage, c'était vraiment extrêmement chronophage. D'autant que, pour l'anecdote, nous, on a changé d'opérateur. C'est-à-dire que notre métier, c'était la vente, et ça n'était pas la partie technique. D'accord ? Donc, la transformation des PDF éditeurs, de façon à les rendre compatibles avec une liseuse, la liseuse, et toute cette espèce d'écosystème auquel on se greffait, c'était pas nous, c'était une société tierce. Et cette société tierce, on en a changé au cours de route. Donc, on a travaillé avec la société, enfin peu importement d'ailleurs, avec la société A pendant 5 ans, et ensuite on est passé avec une autre société, la société B. Et elles avaient des méthodes de travail et des caractéristiques complètement différentes en termes de fichiers. Ce qui veut dire que autrement, j'ai dû complètement adapter, non pas mon système d'analyse, mais toute la base de données qui contenait ça, parce que c'est aussi moi qui gérais cette base de données, alors avec un TECOS derrière qui faisait les devs que je demandais, mais complètement modifier toute cette partie-là, et ensuite adapter les fichiers que vous avez pu voir pour pouvoir être compatible avec l'un et avec l'autre. Et donc, ça m'obligeait à faire énormément de manipulations, alors en l'occurrence en SQL. Et comme je parle le SQL plutôt pas mal,
ça m'a permis voilà, de faire des choses. Oui. Bon, ça devait durer 20 minutes, ça a duré 45. Donc, Merde, je suis désolé, j'ai pas vu. on va s'arrêter là. On arrête.